Bonsoir à tous. On se réjouit de votre présence nourrie ce soir. Vous êtes très nombreux et ce n'est pas très étonnant parce que nous avons la grande chance d'accueillir ce soir au Musée du Louvre l'un des plus grands spécialistes, une des plus grandes spécialistes de Léonard de Vinci, Carmen Bambach. Mais Carmen Bambach n'est pas seulement une grande spécialiste de Léonard de Vinci, mais aussi de toute la Renaissance italienne. Carmen est conservatrice des dessins et des estampes au musée de New York, au Metropolitan Museum de New York. Elle est Maritza and Jan Wilczek, Curator for Drawings and Prints at the Metropolitan Museum de New York. C'est important de rappeler ce titre parce qu'elle a tous ses admirateurs ici d'ailleurs parmi nous. Elle leur fera d'ailleurs visiter l'exposition demain matin. Et je voulais simplement rappeler que Carmen a rédigé de très nombreux articles, livres sur Léonard de Vinci. Une grande synthèse a été récemment publiée aux presses universitaires de Yale. Ce merveilleux livre Léonard de Vinci redécouvert, parce qu'effectivement, on peut toujours redécouvrir Léonard de Vinci. Donc c'est cet merveilleux livre en 4 volumes que vous pouvez d'ailleurs acquérir à la librairie de la Réunion des musées nationaux. Et je voudrais dire quelques mots parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, avant de connaître Carmen, de la connaître personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire et j'ai beaucoup appris auprès d'elle en termes de méthode de travail. Carmen est quelqu'un qui se distingue avant tout par son sens de l'analyse et sa précision de la description. C'est quelqu'un qui m'a d'une certaine façon enseigné le fait que, en analysant de la façon la plus précise une œuvre d'art, et en l'occurrence elle, c'est beaucoup les dessins, eh bien on est capable de mieux comprendre l'œuvre et de parfaitement l'interpréter. Et je crois que ce sens de l'analyse est indispensable pour après en faire une juste synthèse. Et je suis certain que ce soir, elle va nous livrer eh bien, le fruit de son travail sur un des aspects les plus fascinants de Léonard de Vinci, qui est abordé dans l'exposition, qui est toujours ouvert au public. Sachez que contrairement à ce qui circule, vous pouvez encore acheter des places. Aujourd'hui même, j'ai vérifié avant de venir, on peut encore acheter quelques places pour l'exposition Léonard de Vinci. Et donc je vous invite à, après la conférence, prendre des places pour justement aller admirer cet aspect tout à fait singulier de Léonard de Vinci, le côté inachevé, Leonardo Unfinished. Je laisse la parole à Carmen et on est ravis de l'accueillir ce soir. Merci Carmen d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Good evening. Je remercie très chaleureusement le Musée du Louvre pour l'honneur de cette invitation. C'est un immense plaisir d'être ici. Je veux aussi exprimer mes plus sincères remerciements au Musée du Louvre et au C2RMF pour leur soutien généreux à mes recherches sur Léonard de Vinci pendant de nombreuses années. J'adresse mes plus vives félicitations et mes plus sincères remerciements à Vincent Dieulevain et Louis Franck, deux extraordinaires conservateurs de la magnifique exposition sur Léonard ici au Louvre, qui ont proposé cette conférence ce soir pour célébrer Leonardo. Ma conférence d'aujourd'hui est le fruit de recherches pour mon livre intitulé Leonardo da Vinci Rediscovered, publié par l'Université de Yale en juillet 2019. Mon livre traite de la vie et de l'œuvre de Léonard en 4 volumes et je suis très reconnaissante au Metropolitan Museum of Art pour le soutien extraordinaire apporté à mes recherches. Je suis très honorée que certains des administrateurs du Met et le président et directeur général du Met soient ici avec nous ce soir. Je remercie bien sûr Yale University Press pour la publication de Leonardo da Vinci Rediscovered ainsi que de nombreux collègues et institutions dont vous trouverez la liste dans mon ouvrage. Vous entendrez également ce soir quelques propos sur Michel-Ange, qui était le rival farouche de Léonard de Vinci. L'occasion de préparer mon exposition, Michelangelo Divine, designer au Metropolitan Museum of Art en 2017, m'a fait réfléchir sur les œuvres inachevées de Michel-Ange par rapport à Léonard de Vinci. Léonard et Michel-Ange sont les deux artistes de la Renaissance qui sont les plus connus pour leurs nombreuses œuvres inachevées. Mais j'ai été frappée par les différences, les contrastes dans les raisons probables de leurs œuvres inachevées. Revenons à la célébrité de Léonard et voyons cette scène
scène théâtrale, quoique fantaisiste, de la mort de Léonard dans les bras de François Ier. Une gravure réalisée par Giuseppe Cades plus de 2 siècles après les faits. Léonard, le plus célèbre génie universel de la Renaissance, est mort le 2 mai 1519 dans la ville d'Amboise. Cette date majeure, le 500e anniversaire de la mort de Léonard en 2019, a été célébrée à plusieurs reprises, notamment le 2 mai 2019. J'ai eu la chance d'être en Italie, dans la maison natale de Léonard, dans la ville de Vinci, la semaine du 2 mai. Et j'ai pu profiter de toute la frénésie autour de Léonard. La ville était un spectacle entier. Il y avait de nombreuses expositions somptueuse avec des documents historiques sur la famille de Léonard de Vinci, mais aussi la manie Léonard, la Leonardo-mania, des acteurs qui se faisaient passer pour Léonard avec une tête chauve, une longue barbe, de longs cheveux, une tunique. Des quantités de t-shirts de Léonard ont été vendus ainsi que des bustes et portraits de Léonard, des drapeaux, les biscuits Mona Lisa et les pâtes, les pastas Mona Lisa. Les restaurants de Vinci servait un menu Mona Lisa. Et puis une Léocar, une voiturette Léonard, garée dans le centre historique de Vinci. Comme vous pouvez le voir, la voiture a été peinte avec des images, des dessins de Léonard. Plus sérieusement, le 2 mai 2019, en France, la commémoration de la mort de Léonard a pris une dimension politique. Sergio Mattarella, président de l'Italie, ici à gauche, et Emmanuel Macron, président de la France, à droite, sont apparus ensemble pour déposer une gerbe sur la tombe moderne, entre guillemets, de Léonard de Vinci à Amboise, dans la chapelle Saint-Hubert. Alors j'aimerais tout d'abord faire quelques observations générales sur la façon dont les gens, à l'époque de la Renaissance, ont réagi aux œuvres inachevées de Léonard et de Michel-Ange. Les 2 artistes étaient des géants à l'époque de la Renaissance, qui cristallisaient le plus profondément et même radicalisaient les différentes questions soulevées par les notions d'œuvres inachevées en leur temps. À l'époque, il n'était pas acceptable pour les artistes de la Renaissance de laisser inachevé ou incomplet, qu'il s'agisse d'un tableau, une sculpture ou un bâtiment destiné à un décor définitif. Les mécènes de ces artistes de la Renaissance auraient rejeté les œuvres inachevées. À l'époque de Léonard et de Michel-Ange, et selon leurs propres écrits, la qualité d'une œuvre inachevée aurait été décrite avec des adjectifs tels que non finito, non finita, ou encore d'autres adjectifs synonymes du genre incomplet, incompiuto, incompiuta, ou imparfaite, ou esquissé, abbozzato, abbozzata. Cette notion de l'inachevé, le non finito, il non finito, au sens le plus monolithique du nom, que les historiens de l'art utilisent souvent aujourd'hui, est un concept critique qui s'est lentement imposé après le milieu du XVIe siècle, donc plusieurs décennies après la mort de Léonard. Vous voyez ici encore le marbre inachevé de la sculpture de Michel-Ange, le David Apollon, une sculpture que nous avons présentée à l'exposition du Met, Michelangelo Divine Dessinateur, en 2017. En tant que terme de discours critique et philosophique, la notion de non finito a été appliquée très tôt et avec beaucoup de force par Benedetto Varchi en 1547, en 1564, puis par Giorgio Vasari en 1568, pour rationaliser les raisons pour lesquelles tant de sculptures de marbre ont été laissées incomplètes par Michel-Ange. Dans son Orazione Funerale de Michel-Ange, on fait l'éloge des sculptures de Michel-Ange. Benedetto Varchi, en 1564, parle de la beauté de ses esquisses imparfaites, bozze imperfette,
Les ébauches de l'œuvre sculptée de Michel-Ange montrent la profondeur et l'excellence de son intelligence et de son génie. La biographie de Michel-Ange par Vasari, surtout dans l'édition de 1568, a tenté de conceptualiser le côté inachevé des sculptures de la chapelle des Médicis. Ici, il parle de, je cite, « l'imperfection de l'esquisse révélant la perfection de l'œuvre ». Le détail à droite illustre les étapes de l'œuvre de Michel-Ange avec différents types de ciseaux sur la tête, les épaules de la figure de Giorno dans la chapelle des Médicis. Dans le cas de Léonard, pour commémorer le 500e anniversaire de sa mort, nous avons apporté à New York, au Met, le tableau inachevé de Léonard, monumental, extrêmement rare, Saint Jérôme priant dans le désert, qui était un prêt spécial des musées du Vatican. Cet important tableau inachevé, dont nous allons beaucoup parler ce soir, est également exposé ici, à l'exposition Léonard de Vinci du Louvre. Cette œuvre inachevée du Vatican, le Saint Jérôme priant dans le désert, est un tableau de piété, le plus personnel, le plus intensément spirituel que l'on ait jamais vu de la main de Léonard. Parce que cette peinture, ce tableau, invite à une profonde contemplation, nous avons décidé de créer une galerie d'exposition spéciale au Met, avec un éclairage théâtral, une ambiance de chapelle. Nous voulions rappeler à notre public moderne qu'à leur mort, les artistes italiens ont été commémorés avec des allusions visuelles à leur art. Parfois, les grands artistes italiens eux-mêmes avaient l'intention d'orner leur tombeau d'une œuvre d'art religieuse, de leur propre création. Par exemple, Michel-Ange a voulu que sa Pietà en marbre, inachevée, qui se trouve au Museo dell'Opera del Duomo à Florence, serve pour orner son tombeau. La Pietà a été commencée avant 1555, et elle communique avec force le pathos de la mort du Sauveur. Bien que nous ne sachions pas si la destination du tableau était un usage funéraire, nous conviendrons probablement que la Pietà inachevée de Saint Jérôme communique avec une force expressive similaire. Léonard a commencé à peindre Saint Jérôme en 1483, peu après son arrivée à Milan, mais il a laissé inachevé au moment de sa mort en 1519. Nous ne savons pas qui est le commanditaire et quelles sont les circonstances en général dans lesquelles Léonard a réalisé ce tableau. Le Saint Jérôme inachevé est étroitement lié, dans son style, aux deux compositions de la Vierge des Rochers de Léonard à Paris et à Londres. À gauche, c'est la version du Louvre et à droite, celle de la National Gallery qui se trouve à Londres. Comme dans le tableau inachevé du Vatican de Saint Jérôme, les grottes monumentales avec des formations rocheuses dramatiques dominent les compositions de la Vierge des Rochers. Je voudrais maintenant souligner cette coutume de Léonard de prendre tant de temps pour élaborer ses peintures. Alors, on a plusieurs faisceaux de preuves qui confirment ses habitudes de travail dilatoires. Et je vais vous montrer ici une découverte faite par nos collègues de la National Gallery à Londres. C'est une découverte très récente des derniers mois. La réflectographie infrarouge est une des techniques d'imagerie scientifique moderne les plus intéressantes pour l'analyse des peintures. La réflectographie infrarouge peut rendre transparents les pigments de peinture non réfléchissants et peut ainsi pénétrer plus profondément sous les couches de peinture jusqu'à la préparation du gesso. Par conséquent, elle révèle les différentes couches de l'avant-projet d'un tableau et dans le cas de la version de la Vierge des Rochers à la National Gallery, les nouvelles recherches sur la peinture par réflectographie infrarouge ont révélé que Léonard a essayé plusieurs idées différentes pour la conception des personnages, des figures qu'il a peintes puis repeintes sur un même panneau, une solution
position au-dessus de l'autre, jusqu'à arriver au dessin que nous connaissons sur toute la surface de peinture finale. Et le schéma ici montre les différentes idées superposées sur la peinture, et ceci grâce à cet examen par réflectographie infrarouge. À mon avis, et comme je le suggère dans mon ouvrage, la version de la Vierge au rocher de la Galerie nationale, de la National Gallery, est un tableau qui doit correspondre au contrat de 1483 pour un retable dans l'église de San Francesco à Milan, installé dans l'église seulement en 1506. Je pense qu'il est raisonnable de croire qu'il s'agirait d'un tableau en cours pendant 25 ans. En fait, les différentes idées de conception que Léonard a essayées sur la Vierge des Rochers de la National Gallery, l'une au-dessus de l'autre, se trouvent comme des motifs séparés d'une feuille de dessin du Met à New York, illustrée ici à droite et que vous pouvez aussi retrouver à l'exposition du Louvre. Alors voyons maintenant certaines représentations de la Renaissance de Saint-Jérôme pour souligner le fait que la peinture inachevée est une représentation révolutionnaire du sujet. Saint Jérôme a vécu entre la fin du IVe siècle et début du Ve siècle après Jésus-Christ. Grand théologien chrétien, Saint Jérôme était célèbre pour sa connaissance encyclopédique des classiques. Il était considéré comme l'un des 4 pères latins de l'Église, célèbre traducteur de la Bible, de l'hébreu en latin. Les artistes du Moyen-Âge et de la Renaissance ont représenté Saint Jérôme dans des cadres variés, souvent avec des attributs anachroniques. Il est souvent représenté dans les vêtements d'un cardinal, avant même l'existence des cardinaux, comme on le voit dans les 2 tableaux illustrés ici. À gauche, le tableau de 1451 par Antonio da Fabriano II, représentant le vieux Saint Jérôme en érudit, avec une auréole au-dessus de sa chape de cardinal, accompagnée de son lion, tandis qu'il écrit et traduit des textes dans son étude. À droite, le tableau d'Antonello da Messina de 1460 à 75 qui montre une grande salle de style gothique vue à travers un arc de maçonnerie. Saint Jérôme travaille à son bureau, mais sa taille semble minuscule par rapport à son environnement. Bien que d'humeur sereine, on voit ici une fascinante série de symboles et d'attributs, tandis que le petit lion s'éloigne dans le lointain. Les représentations de Saint Jérôme pénitent, priant dans le désert ou dans la nature sauvage, abondent également. À gauche, le tableau d'Andrea Mantegna de 1449 à 1450, représentant Saint Jérôme comme érudit et comme ermite ascétique avec une variété de symboles, assis devant une grotte monumentale. À droite, le tableau de Giovanni Bellini de 1460, qui représente Jérôme à l'entrée d'une grotte dans une composition très narrative. Le saint ici gesticule, s'adresse directement au lion assis et qui l'accompagne. À gauche, le bas-relief narratif en marbre de Saint Jérôme d'Antonio Rossellino d'environ 1475-80. Il représente le saint décharné qui fait un geste vers le crucifix tout en tenant une pierre pour se frapper la poitrine. Et à droite, le pénitent Bernardino Pinturicchio, Saint Jérôme s'agenouille devant une grotte et montre timidement son livre de prière en tenant la pierre pour se mortifier. À ses côtés se trouvent le lion, le chapeau de cardinal et un psalterion. Ces représentations italiennes de Saint Jérôme en pénitence datent plus près de la peinture de Léonard et accentuent l'anatomie du corps ascétique du saint. Ces scènes semblent pourtant relativement passives. Le Saint Jérôme inachevé de Léonard, en revanche, regarde attentivement le crucifix. Il s'agenouille dans une pose resserrée qui peut presque s'inscrire dans un cube. Mais le bras de Jérôme s'écarte avec force. Il est tendu. Léonard a concentré notre attention sur cet effet dramatique
dramatique créée par un mouvement. L'œil exercé d'un scientifique comprend les lois du mouvement. Pendant une grande partie de sa carrière, Léonard a étudié la physiomécanique de la figure humaine en décomposant les séquences de poses en mouvement arrêté. Les minuscules esquisses théoriques que l'on voit ici à droite explorent justement cette séquence de poses lorsqu'un homme frappe un coup. Et Léonard a étiqueté chaque pose avec les lettres A et B. Dans le tableau du Vatican, le bras tendu, la main de Jérôme tenant la pierre, sur le point de se battre la poitrine, le geste du bras droit a le potentiel de se balancer dans l'espace visuel. Léonard a également choisi d'accentuer la spiritualité intensément intime de cette scène en omettant tous les attributs qui pourraient sembler incongrus dans un cadre naturel, par exemple particulier. Léonard a mis en évidence un moment intensément privé et mystique de la vie de Saint Jérôme. Il est saisi par la vision du Christ sur la croix plutôt que de l'importance plus publique de Saint Jérôme pour l'histoire de l'Église catholique. Léonard a dépeint Saint Jérôme comme ermite dans le désert, en partie basé sur le texte du XIIIe siècle, la légende d'or. Devant le saint se tient le lion apprivoisé, son compagnon dans le désert, figure centrale dans la légende de la vie de Saint Jérôme. Selon la légende d'or, Saint Jérôme a retiré l'épine de la patte blessée du lion et l'a guéri, faisant de cette bête son compagnon pour la vie, comme le montrent ces deux gravures de la Renaissance. Il faut noter que le magnifique dessin du lion, vu de dos, créant des courbes en S avec son corps et sa queue, agit comme un guide qui nous entraîne, nous spectateurs, au sein de l'image. Le dessin du lion nous relie au sujet sacré de la peinture, à savoir le mystique Saint Jérôme. Cette pose du lion sert aussi à suggérer la profondeur de l'espace pictural dans sa composition. Le Saint Jérôme pénitent est âgé, décharné, presque édenté. Il est saisi d'une vision pendant sa prière. Ce détail du visage de Saint Jérôme montre que Léonard a d'abord créé grossièrement des ombres et des contours de couleur gris bleu pâle, puis les a progressivement retravaillés avec plus de fermeté, avec des contours bruns. L'état inachevé de la peinture de Saint Jérôme, dont le rendu est exquis, nous donne de nombreuses et merveilleuses indications sur son processus créatif. On voit les idées de l'artiste au moment passionnant de leur évolution. Comme je l'ai dit, Léonard était connu pour travailler lentement, pour ne pas terminer ses projets, en particulier ses tableaux, et les documents contemporains montrent que cela mettait ses mécènes à la torture. Le Saint Jérôme du Vatican est peint sur un support en bois de noyer, plus typique des peintures réalisées en Lombardie, alors que d'habitude on utilisait des bois de peuplier. L'état inachevé du tableau confirme que Léonard n'a pas procédé de manière disciplinée. Au contraire, il a choisi ce qui l'intéressait le plus et l'exécution du tableau est assez inégale. Dans de grands pans de ce tableau, on ne voit que la préparation du sol, du gesso, ou seulement les premières couches du dessin avec des contours rapides au pinceau de couleur gris, bleu, marron. Léonard a développé certains passages avec beaucoup d'attention et de précision. Il accorde une attention particulière à la tête, au cou et aux épaules du saint. Il est intéressé à la création d'un dessin anatomiquement correct pour ce corps ascétique. Le bras droit de Jérôme n'est qu'une esquisse sur la préparation. En revanche, Léonard a modelé la partie inférieure de la jambe droite avec une grande tridimensionnalité, mais il a laissé aussi des parties du torse dans l'ombre est relativement indéfinie. La silhouette élégante du lion, couché à ses pieds, semble maintenant particulièrement puissante car il y a peu de modelage au-delà des contours.
Léonard a ajouté de la couleur, principalement dans la partie supérieure gauche de la composition, où on voit le pigment bleu-vert. Un examen attentif de la surface révèle non seulement les coups de pinceau, mais aussi des empreintes digitales de Léonard dans les parties supérieures gauche de la composition. Léonard utilise un pinceau, ses doigts, quelquefois la paume de sa main pour répartir les pigments et donner un effet de flou dans le ciel et le paysage en haut à gauche du tableau. C'est en transe que Saint Jérôme regarde le crucifix, à peine esquissé dans la grotte en haut à droite, près du bord de la composition. Léonard esquisse ce crucifix en vue de côté, ce qui rend son aspect particulièrement difficile pour nous. Je montre le manuscrit enluminé de Taddeo Schiavelli d'environ 1469, dans lequel le crucifix est aussi visible de côté, de vue latérale, bien que moins prononcé que dans le tableau de Léonard. Ceci nous aide à mieux comprendre l'image de Léonard. Alors, je vais vous montrer les contours du crucifix dans le tableau de Léonard. Les pieds, les genoux et la vue du corps. Et puis là, vous avez le bord du tableau. Dans cette grotte monumentale, à gauche du crucifix, Léonard esquisse les formes grossières d'un bâtiment d'église. Le style architectural de cette église peut nous rappeler l'église de Santa Maria Novella à Florence avec sa façade de Léon Battista Alberti. Je vais vous pointer le croquis de l'église. Grâce à la réflectrométrie infrarouge, nous pouvons voir beaucoup d'éléments sous les couches de pigments. On voit que le tableau de Saint Jérôme a subi des pertes, des dommages, des coupures autour de la tête du saint qui semblent particulièrement visibles. On ne sait pas grand-chose sur l'histoire de ce tableau avant la fin du XVIIIe siècle, quand il est entré en possession de la peintre suisse Angelica Kauffmann à Rome. L'histoire de la redécouverte du tableau par l'oncle de Napoléon, le cardinal Joseph Fesch, sous forme de fragments séparés et à différentes époques, d'abord dans une brocante de Rome, puis chez un cordonnier au début du XIXe siècle. Cette histoire semble relever de la légende. Sauf que le tableau du Vatican montre une évidence, montre la preuve qu'il a été découpé en fragments. Pendant que Léonard continuait de peindre Saint Jérôme à la fin des années 1480 et au début des années 1490, il se lance dans des recherches sur l'anatomie, comme on le voit à gauche dans son dessin des vaisseaux sanguins. Parallèlement à son étude sur l'anatomie, il explore des problèmes de proportions figuratives. Et vous voyez à droite son fameux dessin, l'homme de Vitruve, l'homme aux proportions parfaites de 1490-92. Dans la conception de Léonard, la géométrie, les proportions et l'anatomie étaient étroitement liées. Une gravure sur bois, inspirée de 1496-98, cite la composition de Léonard dans la peinture du Vatican, mais revoit cette figure comme un nu classique à l'œuvre. La gravure sur bois est l'œuvre d'un artiste poète milanais anonyme qui ne se présente qu'en tant que Prospectio Milanese de Pictore, ce qui était probablement Bartolomeo Suardi, il Bramantino, l'ami de Léonard. Le sens du nu figure de cet personnage nu est profondément transformé dans ce qui devient l'incarnation de l'artiste mathématicien idéal comme Léonard lui-même. Ce beau géomètre nu s'agenouille devant l'autorité des anciens exprimée par les ruines classiques de Rome et tient dans ses mains un compas et une sphère armillaire, les outils du prospectivo, ou maître de la prospective. Dans son
son rôle de théoricien de la peinture, Léonard souligne à plusieurs reprises que les deux défis les plus formidables du peintre, c'est la représentation de la figure humaine et les intentions de l'esprit, qui se manifestent dans la capacité du corps humain à faire des gestes. Léonard travaille sur Saint Jérôme pendant des années. Il montre ici sa recherche la plus passionnée du siège de l'âme humaine. Le visage et les gestes de Jérôme véhiculent les théories révolutionnaires de Léonard sur la physionomie humaine et la psychologie de l'expression. À la fin des années 1480, il commence à développer ses recherches anatomiques en partie basées sur la dissection, de concert avec ses théories sur le geste. Selon Léonard, les gestes extérieurs du visage et du corps communiquent les mouvements de l'esprit et les passions de l'âme que Léonard appelait diversement passioni dell'anima, moti mentali et accidenti mentali dans ses écrits inachevés. Réalisée entre 1493 et 98, la fresque de la scène représente les théories sur l'expression et les passioni dell'anima avec une profonde signification des grandes variétés de gestes. La partie un peu marron ici se doit à l'état physique. Ce n'est pas parce que le tableau est inachevé. Ici, ce sont des lacunes. Léonard avait continué à peindre Saint Jérôme à la fin des années 1480 et 90, lorsque ses recherches anatomiques expérimentales l'amènent également à penser que le siège de l'âme se trouve au centre géométrique de la cavité du crâne humain. Selon lui, les études sont étroitement liées. On cherche à représenter le senso comune. Il considérait le sens commun comme confluence des facultés mentales et imaginatives de l'homme. Et le siège de l'âme, selon la tradition aristotélicienne galénienne de son temps. Dans le dessin crâne à droite, il fait une coupe architecturale du crâne humain. Donc on est ici au centre géométrique parfait, je vais vous le pointer tout de suite. Plus ou moins simultanément, l'étude de la géométrie de Léonard le conduit à codifier les proportions du visage et du corps pour tenter de créer une harmonie des parties à l'ensemble, comme ici, dans le cas d'un homme d'âge moyen. Il individualise les modèles pour créer des idéaux de proportion pour les différents âges de l'homme. On a la chance d'en savoir beaucoup sur l'accès qu'a eu Léonard à la littérature de son temps grâce à son inventaire des manuscrits qu'il a intitulé « Rappel des livres que j'ai enfermés dans le grand coffre ». Ricordo dei libri qu'il lascio serrage nel cassone, d'environ 1503-1505 dans le Codex Madrid II. Dans cet inventaire, il fait la liste de 116 ouvrages et on peut en identifier un bon nombre, ces livres étant des éditions imprimées en traduction italienne plutôt que dans le latin d'origine. Comme je l'ai découvert, un livre en possession de Léonard était le populaire manuel néo-aristotélicien sur l'immortalité de l'âme par Fra Jacopo Canfora da Genova, intitulé Dell'immortalità dell'anima. Ce modeste livre a été imprimé en plusieurs éditions dans la Volgare à partir de 1472 et on trouve ici des allusions à la passioni dell'anima, les mouvements de l'esprit et de l'âme. Donc on sait que Léonard les a utilisés pour décrire le phénomène. Léonard a transformé en profondeur les notions aristotéliciennes populaires en entreprenant de visualiser l'esprit humain en termes d'anatomie physique. À gauche, un dessin dans le recueil de textes principalement aristotélicien de Johann Lindner de Münchburg, maintenant à la bibliothèque du Wellcome Institute à Londres. Dans le crâne, les sites physiques, sitem ici à l'encre rouge,
Les 5 facultés mentales sont situées par des cercles et étiquetées sensus communis, imagination, fantaisie, organum fantasiae, cogitation et mémoire. Dans sa capacité picturale brute, cependant, il se compare défavorablement au dessin de Léonard, ici à droite, qui représente l'anatomie du cerveau, les ventricules, les nerfs crâniens. Léonard indique les cavités du crâne dans un dessin vertical, mais le cerveau est encore compris selon la médecine aristotélicienne et galénienne. La terminologie de Léonard est similaire à celle du diagramme que l'on voit à gauche. Il montre aussi les sites des facultés mentales. Et bien que le manuscrit de Wellcome n'ait pas été directement connu de Léonard, il est connu comme type de manuel qui a beaucoup circulé parmi les chercheurs du XVe siècle. La force d'expression dans les gestes de Saint Jérôme, cette forme d'expression réside dans le naturalisme anatomique de la tête, du cou et de la poitrine. Les écrits théoriques de Léonard sur l'art soulignent qu'un tableau devrait émouvoir le spectateur avec une intensité et une émotion proportionnelles à celles des protagonistes de l'histoire. Cette conscience de la participation réactive du spectateur au regard fonctionne comme un dispositif dans la plupart des compositions picturales de Léonard, comme dans le Mona Lisa. C'était révolutionnaire. Peu de peintures peuvent susciter une réaction psychologique aussi puissante que l'inachevé Saint Jérôme du Vatican. Léonard aurait repris le travail sur ce tableau inachevé au cours de sa carrière vers 1510-1511. Et vous vous souvenez qu'il a commencé ce tableau en 1483. Des passages évidents de cette retouche se retrouvent sur la tête, le cou et les épaules. À droite, la feuille du manuscrit anatomique A de Léonard de 1510 et 11, c'est-à-dire presque 30 ans après le début du tableau de Saint Jérôme. Les muscles superficiels de l'épaule dans le Saint Jérôme du Vatican et dans le dessin anatomique sont étonnamment similaires. Une autre feuille du manuscrit anatomique A d'environ 1510-1511 à droite nous permet de comprendre le remaniement de l'anatomie de Jérôme par Léonard. Ce dessin à droite met en évidence les méthodes de dissection très précises que Léonard avait réalisées à une date ultérieure. Il décortique les couches de muscles et de tissus mous et note soigneusement leur correspondance entre elles. Maintenant, je voudrais changer de point de vue et réfléchir plus largement aux questions qui concernent l'état d'inachèvement des œuvres de Léonard, au-delà du Saint Jérôme de Vatican. Vous vous en souvenez, tout indique que les mécènes de Léonard attendaient de lui des œuvres achevées. La notion de non finito comme qualité positive est apparue au XVIe siècle, des décennies après la vie de Léonard, lorsque les critiques ont commencé à l'associer aux sculptures de marbre inachevé de Michel-Ange. La force de Léonard et dans son processus d'invention des dessins sur papier pour chaque composition. Il était profondément attaché au processus d'invention lui-même. C'est un flux frénétique d'idées. Il croit à la mutabilité complète des idées dans l'esprit de l'artiste et sur la surface de travail. Il ne veut pas d'engagement formel à une pensée finale. Il produit ainsi d'innombrables dessins préparatoires et beaucoup mettent l'accent sur la spontanéité et l'énergie du mouvement des personnages. Et vous voyez ceci dans le dessin magnifique de l'exposition. Le grand tableau inachevé, l'Adoration des Mages, actuellement au Musée des Offices, était un retable commandé par les moines augustiniens de San Donato a Spoleto en 1481. La composition présentait des obstacles insupportables pour Léonard.
quant à sa manière de peindre. On peut comparer l'adoration des mages inachevée à gauche à un tableau de Michel-Ange, sa Madone de Manchester 497-98. Contrairement à celle de Michel-Ange, l'approche de Léonard dans l'adoration des mages à gauche communique un flux d'idées en gestation. Léonard développe une composition de façon esquissée avec un sens d'un tout organique. Dans la Madone de Michel-Ange, l'artiste a élaboré la composition personnage par personnage, de manière plus ou moins égale, de gauche à droite, ou plutôt de droite à gauche. Dans le tableau de Michel-Ange, les figures des deux jeunes gens à gauche de la Vierge sont assez inachevées, contrairement aux figures à droite, même si les personnages verts, inachevés, sont des éléments d'ancrage importants pour la composition de Michel-Ange. Peintes en réserve, les figures de ces deux jeunes dans la peinture de Michel-Ange présentent le fond blanchâtre de la préparation du gesso sur le panneau de bois. Le pigment vert est la terra verde utilisée comme couche de base pour les couleurs de la chair, tandis que dans un grand contraste, les personnages voisins sont pratiquement entièrement finis, développés en couleurs et en modelé. Voyons maintenant de plus près l'adoration inachevée de Léonard, magnifiquement nettoyée dans les laboratoires de conservation de l'Opificio delle Pietre Dure à Florence entre 2013 et 2017. Au cours des siècles, les premiers restaurateurs avaient ajouté des vernis épais sur toute la surface de la peinture pour harmoniser ce qui était clairement une œuvre à différents stades de finition, des éléments très disparates et très sommaires. Ces vernis ont été en grande partie retirés lors du récent traitement de conservation, et bien que le tableau inachevé soit resté à l'état de dessin virtuel sur le panneau de bois, il est maintenant clair que Léonard a commencé à ajouter des couleurs ici et là, en calibrant de façon tonale l'ensemble de la composition. Il développe le ciel dans l'adoration des mages, des offices, avec des pigments bleu pâle. Avant le nettoyage, on voyait dans le ciel que des tons bruns foncés. La composition présente plus de 100 personnages et animaux et il représente les différentes étapes de l'œuvre. L'adoration des mages et le Saint Jérôme du Vatican offrent un exemple similaire de la méthode de travail quelque peu indisciplinée de l'artiste. Dans le Saint Jérôme, on se souvient que Léonard a aussi ajouté des couleurs ici et là au fur et à mesure de ses esquisses et de sa calibration ou sa coloration de la composition globale. Comme les historiens de l'art l'ont souvent remarqué, la petite figure parmi les spectateurs de l'adoration présente un type similaire à celui de Saint Jérôme, mais il est tourné plutôt vers la gauche. Nos collègues de l'Opificio delle Pietre Dure ont partagé des fichiers d'imagerie scientifique pour mes recherches. Dans le détail de l'image obtenue par réflectographie infrarouge, ici à droite, vous voyez que cette imagerie du tableau révèle de nombreux détails non visibles en lumière normale, comme par exemple les ouvriers de construction qui semblent construire avec beaucoup d'énergie ce qui semble être le temple de Jérusalem. Vous vous en souvenez peut-être, la réflectographie infrarouge permet de pénétrer en profondeur au-dessous les pigments non réfléchissants. Cette imagerie peut refléter les couches de dessins sous-jacents. C'est ce que vous voyez à droite. Les esquisses de Léonard sur papier révèlent à quel point il pensait aux gestes animés des personnages. Et pourtant, la multitude des personnages et l'état de changement du dessin continue, suggérant qu'une des raisons majeures pour lesquelles Léonard a laissé ce tableau inachevé est que son processus de conception était perpétuellement en évolution.
tout devenait incontrôlable, sans qu'on ait le sentiment d'avoir quelque chose de fini sur la surface du tableau. Alors Léonard a écrit énormément d'essais théoriques pour comprendre le rôle de l'imagination créatrice, l'importance des esquisses exploratoires. Sa feuille d'esquisse de la Vierge adorant l'enfant Jésus fournit au moins 4 idées différentes d'un retable. On a aussi 3 autres esquisses de nourrissons qui apparaissent en bas au centre. On voit que Léonard explore différentes possibilités pour les gestes de la Vierge et des enfants. Il articule ses idées de figure avec cette notation sténographique, comme brevi segni, comme on le dirait. De son héritage écrit monumental sur la théorie de la peinture et de la composition narrative, les écrits de Léonard sur les esquisses et l'imagination créatrice sont peut-être les plus révolutionnaires du point de vue historique. Dans ses écrits, Léonard reconnaît et tente de verbaliser le rôle de l'esprit conscient, semi-conscient et inconscient dans l'impulsion créatrice. Et vous imaginez, ça c'est des siècles avant Sigmund Freud. Les humanistes florentins et les artistes érudits de l'époque de Léonard étaient conscients que les auteurs anciens et modernes avaient écrit sur les esquisses, l'imagination, l'énergie créatrice dans l'œuvre d'art inachevée. Et parmi les anciens, je ne cite que le plus célèbre, Pline l'Ancien, avec son Naturalis Historia, un livre que Léonard possédait vers 1493 à 95. Léonard inscrit le nom italianisé de Plinio dans ses inventaires de livres. Il est clair que son exemple était une traduction italienne par Cristoforo Landino intitulée Historia naturale di Caio Plinio II, tradotta di lingua latina in Fiorentina, dans ses éditions imprimées à Venise en 1476 et au-delà. Pline mentionne des exemples importants de la rapidité d'exécution et de la virtuosité technique des peintures de l'Antiquité. Un exemple est la Vénus incomplète d'Apelle, Venus dos Cos, qui, dans son état très sommaire, était plus admirée que son premier chef-d'œuvre fini de la déesse. Léonard connaissait très bien les théories de Leon Battista Alberti sur la peinture. Le traité d'Alberti conseille la spontanéité dans l'acte de peindre, la prestezza di fare, congiunta con diligenza, donc rapidité d'exécution unie à diligence. Les descriptions théoriques du dessin et du croquis de Léonard fournissent un niveau de détail empirique qui n'avait pas de précédent. Les idées de Léonard sur l'esquisse de composition ont mûri avec les notes du manuscrit A de Paris d'environ 1490 ou 92, consacré à la réaction inachevée de son traité de peinture. Et je ne peux pas m'empêcher de mentionner, je cite, je ne peux pas m'empêcher de mentionner parmi ces préceptes un nouveau dispositif pour l'imagination qui, bien qu'il puisse paraître assez trivial et presque ridicule, il est néanmoins extrêmement utile pour éveiller l'esprit à diverses inventions. C'est que lorsque vous regardez des murs tachés de couleurs ou des peintes pierres aux motifs variés, vous pouvez inventer un décor, vous pouvez voir la ressemblance avec des paysages variés ornés de montagnes, rivières, rochers, arbres, plaines, de larges vallées, de collines de dispositions variées. Ou vous pouvez aussi y voir des batailles, des personnages en action, des visages, des costumes étranges, une variété infinie de choses que vous pouvez retrouver dans des formes bien dessinées. Fin de citation. En tant qu'artiste, Léonard a vécu le plus confortablement dans le continuum du processus créatif, lorsque des idées visuelles multiples et variées semblent possibles durant ce processus de gestation, dans l'imagination de l'artiste. Sa méthode artistique met l'accent sur des réponses intuitives à la suggestion de forme, la spontanéité du processus artistique. Sa façon de penser a été une grande avancée pour l'histoire de la créativité. Après cette étape d'invention, Léonard
Léonard affine la disposition dynamique des personnages par une étude scientifique de la lumière et de l'ombre. Vous retrouvez ce tableau dans l'exposition. Les esquisses et les tableaux inachevés de Léonard commémorent pratiquement cet état de flux, de travail en cours, de travail perpétuel. L'autorité de Naturalis Historia de Pline pour les idées théoriques et pratiques de Léonard en tant qu'artiste est multiple. Et il suffit de dire ici qu'il est probable que l'idée qu'il se faisait du fragment de peinture esquissé qu'on voit ici à droite, appelé la scripigliata, était redevable au récit de Pline sur la Vénus de Cos, qui dans son état suggestif, inachevé, était admiré comme un chef-d'œuvre. En 2009, Armin Schlechter, et vous voyez qu'il y a encore des découvertes aujourd'hui, donc Armin Schlechter a fait une merveilleuse découverte dans une note marginale d'Agostino Vespucci, datée d'octobre 1503, sur un livre ancien imprimé qu'on voit ici à gauche. La note de Vespucci mentionne Léonard, je cite, c'est une note écrite à la main par Vespucci. Ainsi fait Léonard dans tous ses tableaux, comme la tête de Lisa del Giocondo, la mère de la Vierge. Nous verrons ce qu'il fera concernant le Grand Conseil, au sujet de laquelle il a conçu un accord avec Gonfalonier, octobre 1503. Donc il parle ici de la Joconde et de la bataille qui est encore en cours. Cette note par Vespucci est une réponse à un passage des Epistolae ad familiares de Cicéron qui fait référence à l'inachevé comme un idéal littéraire et esthétique. Cicéron s'appuie sur l'anecdote de la Vénus, et je cite Cicéron maintenant. Maintenant qu'Apelle a perfectionné la tête et le buste de Vénus avec le plus grand raffinement de l'art, mais a laissé le reste du corps inachevé ou brut, il y a certains hommes dans ma tête qui sont seulement élaborés dans le geste, le reste du corps est resté incomplet. Fin de citation. Cette note marginale de Vespucci à gauche fournit la date précise à laquelle Léonard a commencé la Joconde et règle pour, une fois pour toutes, la question de l'identité du modèle, le portrait en tant que Lisa Gherardini del Giocondo. Bien que Léonard ait commencé la Joconde en 1503, elle est restée pendant très longtemps un travail en cours dans son atelier. Il la garde avec lui jusqu'en 1517 sans jamais la remettre à son client. L'image en réflectrométrie infrarouge à droite révèle certains des changements substantiels apportés au dessin sous-jacent au fur et à mesure de l'élaboration du tableau. Le degré de perfection avec des couches superposées de glacis, ce qu'on appelle la velature, de modelage et couleur dans la peinture de la figure, sont infiniment subtils. La Joconde de Léonard a eu une grande influence au cours des différentes étapes de sa conception entre 1503 et 1516, en particulier pour Raphaël. Elle a été aussi copiée avec une grande précision. Vous voyez ici un détail, les mains de la Joconde reposant sur le bras de la chaise en réflectographie infrarouge. Ce type d'imagerie permet de clarifier les détails de ce personnage, au début beaucoup moins ample dans ses proportions. Et ceci est confirmé par un examen rapproché. Le milieu du tableau présente encore des passages peu résolus et inachevés. Les auteurs du XVIe siècle ont tenté d'expliquer cette incapacité de Léonard à finir ses tableaux en se concentrant généralement sur des aspects pratiques et matériels de son œuvre. Mais l'enjeu va au-delà d'une condition tangible d'incomplétude, de non finito dans les tableaux de Léonard. En tant que théoricien, Léonard proclamait le fondement mathématique de tous ses sujets. Et ça, c'est très important.
important, le fondement mathématique de tous ces sujets. L'intensité de sa préoccupation pour la géométrie, en particulier le sous-domaine de la géométrie transformationnelle, a souvent éclipsé son activité de peintre du milieu des années 1490 et jusqu'à sa mort. Son étude de l'algèbre et de la géométrie lui a imposé la conscience des concepts d'infinité de processus, de divisibilité infinie. En rédigeant des notes pour un traité sur la géométrie transformationnelle, intitulé Deludo Geometrico en 1515 ou 1516, il avait l'intention de décrire les cas de quantité continue en géométrie. Et vous voyez que George Duval a écrit une encyclopédie avec des chapitres sur les mathématiques. À partir de 1505 environ, les écrits de Léonard sur la peinture sont de plus en plus colorés par ce vocabulaire qui décrit des concepts mieux compris dans le domaine de la mathématique et de la géométrie. Léonard se réfère à l'infinité indivisible des effets de l'espace et de l'atmosphère, à l'infinité des processus dans la subdivision des lignes et la projection en perspective. Il parle des transformations de quantités continues dans le calibrage de la couleur, de la lumière et de l'ombre. La Vierge à l'enfant et Sainte-Anne au Louvre représente le point culminant de cette théorie, de la pratique de Léonard en tant que peintre. C'était aussi un travail en cours pendant plus d'une décennie, jusqu'à ses années en France, comme nous le savons. Léonard a réalisé des effets infiniment subtils de couleurs, lumière et de sfumato. Les figures sacrées expriment sublimement ces mouvements de l'esprit, les passioni dell'anima, dans la cascade rythmique de leurs gestes physiques, comme le prescrit Léonard dans sa théorie sur la peinture. Les réalisations de Léonard, avec ses dessins intensément picturaux à la fin de sa vie, se sont poursuivis alors qu'il continuait ses efforts monumentaux pour rédiger son traité inachevé sur la peinture, le Libro di Pittura, entre 1505 et 1515. Le dernier de ses carnets de poche, le Paris MSE de 1514-1515, présente des définitions subtilement raisonnées des effets optiques concernant la lumière, l'ombre, le reflet ou le lustre et la réfraction. Les dessins tardifs de la Vierge à l'enfant avec Sainte-Anne sont richement picturaux, combinent différents supports, comme Léonard a expérimenté des techniques complexes de glacis à l'huile dans sa peinture. Ici, on voit l'œil du scientifique, profondément impliqué dans le test des effets optiques avec des expériences de concept. La tête de la Vierge au Met était également préparée pour la Vierge à l'enfant au Louvre. Léonard dessine cette étude à la craie rouge et noire avec des effets de modelage à la manière de la fumea, uso di fumo, comme le décrit Léonard dans ses notes pour son traité sur la peinture. Le dessin qui se trouve au Met relève tout au long de l'évidence cette pensée, ce remaniement des contours par Léonard. Ce sont des signes d'une exploration active que l'on retrouve dans ses dessins. Contrairement aux nuances de modelage de la tête de Sainte-Anne, la tête de la Vierge manque de couche finale, n'a pas ce modelage avec des glacis. Ces couches finales de modelage dans le dessin du Met auraient été plus finies dans le tableau du Louvre. La plupart des tableaux de Léonard sont de taille relativement modeste. Par conséquent, le nombre d'œuvres laissées en état incomplet appelle à des explications. Il n'est pas impossible que ce soit à cause de la taille ou l'échelle monumentale des œuvres, comme sculpture même, ou en raison d'un changement soudain et forcé de la situation de ces mécènes.
Les différentes raisons ont plus à voir avec le tempérament et la philosophie de Léonard. Son souci le plus profond est celui du processus. Il envisage des idées picturales en progrès, en raffinement continu. Sa théorie de la peinture porte sur des quantités incommensurables et des transformations incroyables. Les contemporains de Léonard s'efforcent d'expliquer l'état inachevé de ses œuvres. Un auteur anonyme a donné une évaluation dans le livre di Antonio Billi de 1516 à 30, je cite: « Bien qu'il ait surpassé tous les autres dans le dessin et qu'il ait pu faire les plus belles inventions, il ne colorait pas beaucoup de choses, car rien de ce qui était beau ne le satisfaisait. Il y a peu de choses de lui, car sa grande peur des erreurs ne lui permettait pas de produire. » Fin de citation. Le récit des rêves et de l'imagination artistique dans le Libro dei Sogni de Lomazzo en 1563-64 offre une autre interprétation psychologique de l'inachevé de Léonard. Le Libro dei Sogni de Lomazzo, ou Livre des rêves, invente les dialogues fictifs entre Léonard et d'autres artistes. Dans ce texte, la voix inventée de Léonard à la première personne s'exclame, je cite: « Grâce à ma grande intelligence, de toutes les choses que j'ai commencées, aucune n'a jamais été terminée, car il me semblait que la main ne pouvait pas atteindre la perfection de l'art dans les choses que j'avais imaginées. » Je vous remercie.